22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la soirée. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a regagné le pays aujourd'hui à l'issue de sa participation au couronnement du roi Charles III à Londres, Royaume-Uni. Et séminaire sur la promotion de la paix et la protection de l'environnement dans la région organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le ministère de la Défense. Et dans l'actualité africaine toujours, la zone de libre-échange économique de l'Afrique pourrait permettre 50% d'échanges en plus sur le continent africain selon le Fonds monétaire international. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays ce lundi en fin d'après-midi à l'issue de sa participation à Londres à la cérémonie de couronnement du roi Charles III du Royaume-Uni. Événement de portée mondiale, la participation du président Guelleh à cette cérémonie a donné la pleine mesure du statut prépondérant consenti à notre pays sur la scène internationale. Djibouti acquis cette estime et notoriété au prolongement d'un leadership de succès, gage de stabilité pérenne et source indubitable de tolérance et d'ouverture sur le monde. Et comme à l'accoutumée, le président de la République mis à profit ce déplacement pour faire l'apologie de notre pays auprès de nouvelles sphères d'influence et se livrer ainsi à l'inventaire général de son environnement d'affaires, notamment son emplacement géographique de premier plan et ses avantages comparatifs propices aux investissements et aux projets économiques et de développement. Lors de cette mission à Londres, outre les principaux responsables politiques du Royaume-Uni, dont le Premier ministre Rishi Sunak et le ministre des Affaires étrangères James Cleverly, le président de la République a eu également des échanges avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement de pays amis participant comme lui à la cérémonie de couronnement du roi Charles III. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, le roi d'Espagne, Sa Majesté Felipe VI, le président du Conseil européen Charles Michel, le président français Emmanuel Macron et le président allemand Frank-Walter Steinmeier et le premier ministre canadien Justin Trudeau, le président des Comores et président en exercice de l'Union africaine Azali Assoumani et le président rwandais Paul Kagame font entre autres partie des dirigeants avec lesquels le président Guelleh eut à Londres des échanges. Au cours de ses déplacements au Royaume-Uni, le chef de l'État a été accompagné de l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume-Uni, Ayed Moussaïd Yahya. En nouvelle nationale à présent, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Dilleïta, a reçu la visite de courtoisie de l'ambassadeur de l'État du Koweït, Saoud Haddad Al-Saïdi. Ce matin à l'Assemblée nationale, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères ainsi que les voies et moyens de les raffermir davantage ont été au menu des discussions. Les deux parties ont également évoqué la coopération interparlementaire entre les deux institutions parlementaires, l'Assemblée nationale et le Majlis al-Umma du Koweït, notamment la dynamisation des deux groupes d'amitié interparlementaires. Et dans la même journée, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Dilleïta, a reçu en visite de courtoisie le consul honoraire de la Malaisie, Izzuddin Sharafallah, à l'Assemblée nationale. Au menu de l'entretien, les deux parties ont exprimé leur souhait de raffermir davantage les relations entre l'Assemblée nationale et le Parlement de Malaisie. L'ambassadrice du Soudan à Djibouti, Rahma Saleh Al-Ubaid, dans un entretien exclusif qu'elle nous a accordé, a exprimé son espoir que la sécurité et la stabilité reviendront au Soudan et qu'il pourra passer l'étape difficile qu'il traverse actuellement pour le reconstruire à nouveau. Et tout d'abord, la diplomate soudanaise a remercié la radio-télévision de Djibouti de lui avoir donné l'occasion de mettre en évidence les derniers développements sur la scène soudanaise et a adressé également ses salutations au peuple frère djiboutien, souhaitant donc de sauver le Soudan et de réaliser l'unité et la stabilité. Et concernant les récents événements au Soudan, ils ont débuté, a-t-elle indiqué, le 15 avril dernier, mais il s'agit là d'une affaire interne et nous cherchons, a-t-elle poursuivi, à ne pas l'étendre au niveau régional et international. Et puis donc nous résolvons donc cette affaire dans le cadre intérieur. Le Soudan est ouvert par ailleurs à toutes les initiatives régionales et internationales visant à instaurer la paix et la sécurité. En conclusion, la diplomate soudanaise a souligné que le Soudan traversait une étape importante et était à un tournant dangereux de son histoire récente, mais nous sommes optimistes, a-t-elle indiqué, et nous sommes pleinement convaincus que le Soudan, avec ses recals, ses sages et sa jeunesse, ainsi que sa force de détermination,
pourra surmonter cette crise unie et forte pour devenir un État fondé sur la liberté, la démocratie, la justice et l'État de droit. Nous espérons, a-t-elle conclu, que le Soudan recevra le soutien des pays amis et des organisations régionales afin qu'il puisse surmonter cette dure épreuve et se reconstruire à nouveau. Sous le patronage du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, a été lancé par l'EASF au camp Nagad de la police nationale un important séminaire sur la promotion de la paix et de la promotion de l'environnement des paix de la région. L'événement a réuni sur place la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali, plusieurs officiers, tous corps confondus, les officiels des pays membres de l'OASF, les cadres du ministère de la Jeunesse, l'ensemble des responsables des CDC, plusieurs jeunes filles et garçons, des associations et représentants de la société civile. Après l'ouverture de la séance par le représentant des Comores, place à une série d'interventions des officiels djiboutiens et des membres représentant les pays de l'OASF. Ainsi, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali, s'est déclaré réjoui que l'EASF ait choisi donc aujourd'hui à lancer en République de Djibouti le Forum de la jeunesse pour la promotion de la paix et la protection de l'environnement. Et ce particulièrement à Nagad, camp de la police nationale, réputé pour sa disposition des formations des forces de la sécurité des pays limitrophes membres de l'OASF, a indiqué dans la foulée le colonel. Le général de brigade directeur de l'OASF a longuement exposé de son côté l'essence primordiale de ce forum dans les perspectives de promouvoir la culture de la paix par la jeunesse. Et enfin, le ministre de la Défense a quant à lui souligné la primauté absolue de la paix sans laquelle tout espoir de développement et de bien-être s'avérait vain. Hassan Omar Mohamed, citant les turbulences qui prévalent dans certains pays de la région, a exhorté la jeunesse aux valeurs républicaines de la paix et de la stabilité, ainsi que la construction des solutions durables conformément aux initiatives du chef de l'État, fervent défenseur de la paix et de la cohésion sociale. Et dans son intervention, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, s'est dite enthousiaste que le Forum de la jeunesse pour la promotion de la paix et la protection de l'environnement soit tenu dans sa deuxième session en République de Djibouti. On l'écoute. C'est pour la République de Djibouti, encore une fois, un grand honneur et un privilège de pouvoir organiser aujourd'hui le Forum régional de la jeunesse et de la société civile, dans le cadre des initiatives visant la promotion de la paix, la stabilité et la sauvegarde de la biodiversité. C'est aussi pour moi, bien sûr, un immense plaisir de partager cette conviction de prévaloir la jeunesse et la protection de l'environnement, dans l'optique de relever ensemble le défi du siècle, comme la stabilité, la préservation de la culture de la paix et de sa transmission aux jeunes, la lutte contre la désertification et l'érosion de l'écosystème. Et ce, en vue d'instaurer un climat propice d'opportunités économiques et de développement sociétal, où la jeunesse est motrice, je tiens à le dire, et avant-gardiste des nouvelles ères de prospérité équitable et harmonieuse. Cette initiative reflète certes la volonté politique des dirigeants de pays de toute la région, afin de montrer à quel point garantir la paix, la stabilité, la cohésion sociale, une triade indissociable, socle de tout développement et des progrès, est une responsabilité majeure pour toutes et tous. Et c'est pour Djibouti, havre de paix, pays de rencontres et d'échanges, plus particulièrement un bien précieux à préserver dans l'absolu et à partager avec le reste du monde. Et je vous assure, la jeunesse en est consciente et elle est prête à faire ce travail-là. C'est grâce au leadership du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, il faut le dire, visionnaire et fin connaisseur de subtilités de la géopolitique régionale, voire internationale, et leader de la paix de la région, que la République de Djibouti a ainsi gardé le cap vers un développement socio-économique et culturel dans la paix, l'unité et la cohésion. Enfin, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec l'appui de tous les gouvernements et le soutien du président de la République,
ne ménagera aucun effort pour accueillir toute initiative de la jeunesse et de la société civile de pays de la région dans le cadre de la promotion de valeurs universelles. Et de son côté, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a mis en exergue l'importance de ce forum dont l'objectif principal est de promouvoir la paix dans la région. Prêt de prendre la parole aujourd'hui à l'ouverture de ce forum régional sur la jeunesse et la paix, organisé par la Force en attente de l'Afrique de l'Est, dont la République de Djibouti est membre. Cet événement est crucial car il permet de réunir les jeunes de la région pour discuter des enjeux de paix et de sécurité, ainsi que les opportunités de développement pour la jeunesse. Nous sommes conscients que les jeunes sont l'avenir de notre région. C'est pourquoi la République de Djibouti a placé la jeunesse au cœur de ses politiques de développement. Ce forum sur la jeunesse et la paix est une occasion unique de réunir les jeunes et les décideurs pour discuter de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour promouvoir la paix et la sécurité dans notre région. Nous devons écouter les voix des jeunes et les impliquer activement dans les efforts de développement, de résolution des conflits et de promotion de la paix. Le thème de ce forum, jeunesse et paix, est d'une grande importance, car il souligne l'importance du rôle des jeunes dans la promotion de la paix et de la sécurité. Je suis convaincu que ce forum sera un succès et qu'il permettra de renforcer la coopération et le dialogue entre les jeunes et les décideurs. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions durables pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement dans notre région. Pour finir, je tiens à remercier la Force en attente de l'Afrique de l'Est pour avoir organisé ce forum important et pour son engagement en faveur de la jeunesse, de la paix dans notre région. Sur ce, je déclare officiellement ouvert ce forum. Merci pour votre attention. Dans l'actualité également, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdoun, a reçu ce matin dans son bureau une importante délégation turque conduite par la directrice générale des affaires politiques bilatérales pour l'Afrique de l'Est et du Sud au ministère des Affaires étrangères de Turquie. Le ministre a évoqué avec la délégation turque les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères et amis, ainsi que les voies et moyens de les renforcer davantage. La directrice générale des affaires politiques bilatérales pour l'Afrique de l'Est et du Sud au ministère des Affaires étrangères de Turquie a remercié le gouvernement djiboutien pour son soutien durant le tremblement de terre, donc dure catastrophe naturelle qui est connue. Le pays ami donc qu'est la Turquie était présent lors de cette rencontre, l'ambassadeur de Djibouti en Turquie et l'ambassadeur de Turquie à Djibouti et le directeur des postes de Djibouti. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, a dirigé les travaux d'une réunion pour les préparatifs des épreuves du bac 2023. La rencontre qui s'est déroulée au siège du MENFOP a vu la participation d'une série de hauts cadres et responsables du MENFOP, et la directrice de la direction des examens et concours au MENFOP était également présente lors de cette réunion. Le secrétaire général Mohamed Abdallah a d'abord mis l'accent sur les succès rencontrés lors de la
dernière session du baccalauréat qui a été décentralisée avec l'appui du ministère délégué à la décentralisation, les préfectures et les conseils régionaux. Et cette année, le MENFOP poursuit sur sa lancée avec la décentralisation du baccalauréat en langue arabe qui va se dérouler dans les régions de l'intérieur. Plus globalement, c'est un succès majeur pour le MENFOP et ses partenaires territoriaux qui ont réussi un gros pari en permettant aux élèves candidats des territoires reculés de pouvoir passer les épreuves du baccalauréat au plus près de leur lieu de domiciliation et auprès de leur famille. Cette rencontre a permis aussi de tirer les leçons de l'année précédente et de prendre les devants en mutualisant les efforts et les moyens pour une décentralisation réussie du baccalauréat pour le plus grand bien des candidats des régions. Les officiels ont pu avoir un aperçu du dispositif de préparation, l'organisation matérielle et le suivi et l'accompagnement de cet examen de fin d'année dans l'enseignement secondaire qui se dérouleront sur l'ensemble du territoire national. Avec le secrétaire général et les responsables du ministère a eu lieu ici au ministère de l'Éducation nationale, la réunion sur le préparatif du baccalauréat session 2023. Suite à la décentralisation du baccalauréat l'année dernière dans les régions, cette décentralisation qui a donné ses fruits et qui a très très bien marché, et dont les parents ont remercié le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. Aujourd'hui, c'est la deuxième phase de la préparation pour la session 2023. J'ai convié à cette réunion les présidents de conseils régionaux, les préfets des régions, pour mieux préparer la session 2023 du baccalauréat. Outre les différents échanges, un bilan a été fait et des projections ont été faites pour que le bac de la session 2023, prévu comme l'année dernière dans les régions, puisse se dérouler encore mieux et les conditions améliorées davantage. Nous remercions également le ministère de la décentralisation, les préfets, les présidents des conseils régionaux, les parents, les institutions déconcentrées de l'État qui ont bien participé l'année dernière à la réussite du baccalauréat décentralisé dans les régions. Et cette année, avec le temps que nous disposons, nous avons largement le temps de préparer cette session 2023. Direction Tadjoura à présent, où dans le cadre du projet renforcement de résilience économique des entreprises vulnérables exécuté par le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, l'ADDS, l'Agence djiboutienne de développement social et le centre clé ont conjointement lancé à la salle de conférence du Gadile Resort, hôtel de Tadjoura, le démarrage des activités du concept de groupement d'entraide par affinité dans le chef-lieu de Tadjoura. Le projet compte créer 18 groupements d'entraide de 15 à 20 femmes par groupement homogène et lié par affinité. Ces femmes utiliseront l'épargne, le crédit et l'engagement social comme instrument d'autonomisation. L'objectif global du projet étant de contribuer aux efforts de réduction de la pauvreté à travers la promotion des activités génératrices de revenus des micro, petites et moyennes entreprises qui visent à améliorer le système de subsistance des segments les plus vulnérables de la société. Écoutons pour plus de précision l'intervention du directeur général de l'ADDS. Cette activité que nous allons traiter au niveau de l'ADDS, ça porte sur la résilience des femmes. C'est organiser la communauté en groupement, Aïcha l'a très bien expliqué, en groupement d'affinité. C'est de renforcer la solidarité, l'affinité, et au final créer des activités génératrices de revenus, renforcer les activités qui existent. C'est, comme elle l'a rappelé également, nous avons commencé d'abord à Arta, sur la plaine de Douda de Meridjok, et puis à Lissabié, et enfin au Bok. Aujourd'hui, il nous reste deux régions qui sont la région de Tadjoura où on est, et puis d'Ekil. C'est un projet extrêmement important, puisque ce que nous voulons, nous savons par expérience que les femmes sont dynamiques et on veut donc justement renforcer ces dynamismes par le renforcement d'abord de leurs activités, mais également de permettre d'avoir des grandes entreprises. Nous savons que par expérience, la ville de Tadjoura, c'est une ville dynamique au niveau commerce et c'est ce que nous souhaitons renforcer.
Donc ça permet au niveau de la DDS de réduire la pauvreté, qui est notre mandat, Amina reviendra dessus. Et c'est également créer des compétitions régionales. Nous allons regarder quelles sont les femmes les plus dynamiques. Et on veut justement que les femmes de Tajoura puissent commercer avec les femmes d'Obok via le Yémen, mais également les femmes de Djibouti, d'Ali-Sabiye, de Dekil, etc. Et de son côté, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de Solidarité s'est réjouie de la mise en œuvre de ce projet ô combien important pour les segments les plus vulnérables de la société. Je me réjouis aujourd'hui d'être ici pour participer à cette cérémonie de lancement des activités de création de groupes d'affinité, ici dans la région de Tadjoura. Cette action conduite par la DDS en partenariat avec les témoigne de la volonté du gouvernement par le biais du ministère des Affaires sociales et des Solidarités de sortir les groupes vulnérables de la précarité en leur donnant les moyens d'être autonomes économiquement et solidairement sociaux. Mesdames et messieurs, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités travaille sur une nouvelle stratégie pour les 5 années à venir qui mettra l'accent sur le renforcement des communautés pour les rendre beaucoup plus indépendants et plus résilients tout en préservant la cohésion sociale. En effet, ces dernières années ont été marquées par des crises multiformes et imprévisibles qui ont eu de lourdes conséquences sur les revenus des ménages pauvres urbains, mais également sur les moyens de subsistance des populations rurales. C'est pourquoi nous devons amplifier nos actions sociales et même innover pour aider nos concitoyens qui vivent dans ces contextes ô combien difficiles. Les programmes ou projets conduits par le gouvernement doivent vous donner les outils nécessaires pour votre propre développement économique et social, tout en respectant vos traditions et valeurs et cultures. Car, comme vous le savez, les projets ont un terme fixe et des financements limités. Les GEA qui seront créés doivent continuer d'exister après projet. Et nous restons dans le nord du pays, direction Obok, où l'association des femmes obokoises pour le développement a organisé une cérémonie d'inauguration d'un jardin agricole. Ce projet est issu du programme d'appui aux femmes agricultrices financé par le programme des Nations Unies pour le développement. La présidente de l'association, une femme dynamique et très engagée dans le développement de la région d'Obok, était présente pour l'inauguration de ce jardin, et ce dernier destiné aux femmes de l'Ahassa et a pour objectif de les aider à devenir plus autonomes et à développer leur propre activité agricole. Le jardin agricole est équipé d'outils modernes et adaptés aux besoins des femmes de la région. Il dispose également d'un système d'irrigation performant qui permettra aux femmes de cultiver leurs légumes même en période de sécheresse. La FOD de l'association donc a travaillé en collaboration avec les femmes de l'Ahassa pour la mise en place de ce projet, et ces dernières, les bénéficiaires donc, ont été formées aux techniques agricoles modernes et à la gestion d'un projet agricole. L'association a également fourni un encadrement technique pour aider les femmes à mieux cultiver leurs terres. Cette initiative de la FOD a été saluée par la délégation de l'Union européenne présente dans la région pour l'inauguration du dortoir de l'école de l'Ahassa. Dans la journée d'hier, une équipe du ministère de la Jeunesse et de la Culture accompagnée du diplomate, donc auteur, écrivain Ahmed Raït Ali s'est déplacée vers la région d'Obok, et l'équipe s'est rendue au bureau de la préfecture et du conseil régional d'Obok pour les visites de courtoisie des hautes autorités de la région. Et après les accueils donc chaleureux, l'équipe s'est rendue par la suite donc à la préfecture et au conseil régional. L'écrivain a procédé également à la dédicace de son livre aux deux responsables de la région. Ensuite, la délégation s'est rendue au CDC du chef-lieu d'Obok pour la conférence débat face à un public composé d'enseignants, de passionnés de la littérature, d'étudiants et autres jeunes lecteurs. Le diplomate auteur Ahmed Araïta a évoqué ses années d'enseignant dans cette ville d'Obok, et il a encouragé les participants à explorer de nouvelles relations entre les mots à travers la lecture et les actes, et il a apporté un témoignage né des deux expériences différentes, celle de l'écriture et celle de la diplomatie. Une séance questions-réponses
réponses des participants à la conférence et la traditionnelle photo de famille ont clôturé l'événement. C'est l'ambassadeur de la langue, c'est celui qui s'est imposé à faire savoir la culture djiboutienne. À Japon, même en Asie, et dans son passage, nous avons bien vu qu'il dit que dis-moi qui tu es, je te dirai qui je suis, là, notre vie va avancer mutuellement. Et encore une fois, nous allons prendre encore des moments avec M. Ahmed Arreta Ali, qui est l'écrivain du Nord, mais aussi du Soleil Levant. Et justement, écoutons l'intervention du diplomate auteur, ancien ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Arreta Ali. Mon honneur que d'être là. Et on aura d'autres occasions de discuter et de pouvoir en quelque sorte avancer ensemble aussi. Alors, en ce qui concerne le livre, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Tout à l'heure, je le dis. Pourquoi on écrit? Parce qu'on veut raconter en quelque sorte son vécu pour que cela puisse servir de leçon. Et puis, parce que je suis avant tout enseignant. Un enseignant. Et un enseignant a envie de transmettre ce qu'il sait, des fois ce qu'il croit savoir. Et après, bien sûr, c'est à l'élève, c'est au peuple, à tous ceux qui le lisent, de prendre bien sûr les choses comme il se doit. C'est tout juste un livre, c'est des ressentis, c'est du vécu et ça peut servir. Donc en général, notre système éducatif était basé sur le curricula français. Mais ça, ce n'est pas notre réalité. C'est pour ça qu'il faut à tout prix que l'on mette en relief nos propres réalités. Et en nous basant sur nos traditions, sur notre culture, etc. Donc, c'est par rapport à ça qu'il y a toujours lieu je pense, de laisser des traces. Et on n'est pas obligé d'être un expert en la matière pour laisser des traces, pour écrire. Les conseils que je vous donnerai, c'est surtout de lire. Il faut lire avant d'écrire. Celui qui ne lit pas ne peut pas écrire. Je voudrais vous dire aussi que il y a lieu de tenir compte de la culture, du soleil levant, comme je le dis. C'est-à-dire que j'étais parmi ceux qui étaient en contact avec, par exemple, la princesse Takamado, dont je parle ici. Et j'essaye de partager ça, pas en tant qu'écrivain, mais en tant que quelqu'un qui aurait vécu ces moments-là, qui a pris des leçons sur ce que j'avais apprécié chez les autres. Sport à présent, la Fédération djiboutienne de badminton et l'ambassade de la République populaire de Chine à Djibouti ont collaboré pour organiser la première édition de la Coupe d'amitié Djibouti-Chine. Cette compétition amicale de badminton a eu lieu au centre d'exposition de Djibouti où des badistes djiboutiens et chinois ont disputé des matchs. L'atmosphère était conviviale et la rencontre a été marquée par la présence du premier conseiller de l'ambassadeur côté chinois et du président de la Fédération de badminton avec son comité côté djiboutien. Cette première édition témoigne de la forte relation entre Djibouti et la Chine et elle sera renouvelée l'année prochaine pour renforcer davantage cette coopération entre les deux pays dans cette discipline sportive. Ce soir, comme vous voyez, nous sommes ici au centre d'exposition de Red World pour organiser cette fois, la première fois, les matchs amicaux
de badminton Chine-Djibouti. Parce que ici, comme vous voyez, l'ambassade de Chine à Djibouti et les entreprises chinoises ici à Djibouti, on aime bien ce sport, comme nos amis djiboutiens de la Fédération djiboutienne de badminton. Et nous espérons que ce genre de match, on va le continuer et on va continuer à renforcer notre amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. Actualité régionale à présent, la guerre au Soudan entre dans sa 4e semaine. L'exode des populations se poursuit alors que la guerre qui déchire le Soudan depuis le 15 avril est entrée dans sa 4e semaine. Des discussions étaient en cours hier donc en Arabie Saoudite entre des représentants des forces armées soudanaises et les forces de soutien, les FSR. De nombreux habitants sont toujours pris au piège dans leurs habitations. Le patron des affaires humanitaires de l'ONU a discuté hier en Arabie Saoudite de l'accès de l'aide au Soudan avec des émissaires de l'armée et des paramilitaires des forces de soutien rapide qui négocient une trêve après 3 semaines de combats meurtriers. Plusieurs cessez-le-feu ont été violés dans les secondes suivant leur annonce. Depuis le début, le 15 avril, des hostilités au Soudan qui ont déjà fait quelques 700 morts selon une ONG. L'ONU parle de son côté de 335 000 déplacés et 117 000 réfugiés. Et nous restons en Afrique où la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait permettre une hausse de plus de 50% des échanges commerciaux entre les pays du continent selon un rapport publié par le Fonds monétaire international. Elle aurait également, une fois totalement opérationnelle, un effet important sur les échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde avec une hausse des exportations de 29% et des importations de 7%. Sa mise en place a cependant pris du retard, initialement prévu au 1er juillet 2020. Elle est devenue réalité le 1er janvier 2021 du fait de la pandémie de Covid-19. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.